On va parler aujourd'hui d'un film de 1980. Le film s'appelle Maniac et il est réalisé par William Lustig, L-U-S-T-I-G. Mais curieusement, c'est un Lustig. Ah oui, neveu de Jack LaMotta. Le célèbre boxeur incarné par Robert De Niro dans le film de Martin Scorsese, Raging Bull, sorti la même année que ce Maniac. Lustig, qui a grandi dans le quartier le plus sordide de New York. Le Bronx. Lustig, qui est devenu grand réalisateur de cinéma à 22-23 ans. Il nous réalise 2 films. X, si vous préférez, pornographiques. Et à 25 ans, il nous sort Maniac. Maniac, le film qui m'a terrorisé, je dois le dire, je vous le dis, pendant 40 ans. 40 ans, j'ai fait des cauchemars du Maniac. Alors, avec Charles, bon, on l'a jamais caché, pour nous, on a un petit penchant pour le cinéma extrême, et on doit dire qu'au niveau du cinéma extrême, pour nous, les boss, ce sont les Italiens. Et là, nous sommes dans un film... Joe Spinell, Charles, tu penses que c'est son vrai nom? Non, bien sûr que non. Le gars s'appelle, je crois, Joe Spagnolo, ou je sais pas quoi. Donc c'est clair. Origine italienne. Jack LaMotta. Pas de problème. Donc son neveu, même s'il s'appelle Lustig, italien. Producteur exécutif Andy Garroni. Italien. Aux effets spéciaux, le maître absolu des effets spéciaux mondial, Tom Savini. Oui. Donc on est vraiment dans l'Italie. D'ailleurs, Charles, oui, mais les grands, aux États-Unis... Mais oui, les grands, Coppola, Scorsese, Brian De Palma, etc. Eh oui, parce que la conjonction du génie italien avec le pognon américain, ça nous donne des Scorsese, des Brian De Palma, des Coppola, voilà. Donc là, le pognon, il n'était pas à l'ordre du jour pour Maniac. Oh là là, il faut savoir que le film, au départ, avait un budget absolument exceptionnel de 50 000 $. Alors 50 000 $, c'est rien du tout. 50 000 $, c'est à peu près le prix de la location de la caméra et de la pellicule. Voilà, grosso modo. Donc, bon. Ouais. Alors, le film, donc, c'est la plongée dans l'univers psychologique d'un maniaque. Un maniaque qui, en fait, a été complètement traumatisé par les sévices de sa mère, puisque sa mère l'enfermait dans le placard, sa mère lui faisait subir des violences ou je ne sais quoi. Et donc, complètement traumatisé, il va se venger sur les femmes. Oui, il y a aussi quelques hommes, mais c'est surtout sur les femmes qu'il va se venger dans des séquences de meurtres particulièrement gratinées. Oh là 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 là. Alors, toute la première partie du film, c'est une partie, en fait, c'est que des meurtres. Alors, c'est simple, on arrive, première séquence, on est sur une plage, on a, je crois, un égorgement, on a à peine le temps de souffler, le maniaque se réveille, en fait, c'était un cauchemar. Qu'est-ce qu'il a comme idée? Son idée, hop, c'est le soir, il sort, il va où? Il va dans le quartier chaud de New York, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir une prostituée, et là, bon, je vous raconte même pas, tellement c'est terrible ce qui va lui arriver à cette pauvre prostituée. Et après, encore pire. Et après, hop, on n'a pas le temps de souffler. Il va à la sortie d'une boîte, il repère un couple qui va un petit peu dans des endroits un petit peu sombres pour fricoter. Et là, pareil, bon, ça se transforme en séquence gore terrible, quoi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Hop, ça continue. Scène d'après, la scène peut-être la plus terrifiante du film. Oui. Une scène où une femme se fait poursuivre dans les toilettes d'un métro. Enfin, c'est absolument... Enfin, moi, ça m'a complètement traumatisé, ce film. Complètement. Oui. À la baguette, donc, on a Tom Savini. Oui, le célèbre homme des effets spéciaux. Ouais, et là, en l'occurrence, il joue même dans le film. Oui, ce qu'il a souvent fait. D'ailleurs, on le voit dans Zombie aussi, de Romero. Ouais. Petit rôle, des apparitions. Il a souvent des petits rôles. Ce qu'on appelle des caméos en anglais, c'est-à-dire des apparitions plus ou moins... Donc là, bon, les effets, même s'ils ont sûrement un peu vieilli, mais pour moi, ils restent terriblement efficaces. Terriblement efficaces. Le film a peut-être vieilli, mais il y a un domaine dans lequel il est, pour moi, unique, c'est son ambiance. Ouais. Et c'est une ambiance ultra glauque. Ce que le cinéma réussit, je pensais à Angel Heart, c'est tout à fait différent, mais ce sont des réussites. L'appartement est glauque, les rues sont glauques, la plage est glauque, tout est dark, comme on dit en anglais. Et ça n'a pas vieilli. Non, en plus le film est tourné en 16 mm, donc déjà l'image est un peu crade, la lumière, et c'est vraiment une lumière naturelle, mais une lumière très noire, très sombre. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que vraiment la grande force du film, déjà l'image avec Tom Savini, c'est déjà... Mais alors, on n'a pas encore vu le pire, ou je ne sais pas comment dire, le pire, c'est l'interprétation
en VO de Joe Spinell. Oui, alors en VO, il y a des films qu'on peut évidemment voir en français doublé, il n'y a pas de problème, souvent les doublages. Sa respiration. Mais là, il faut le voir en version originale. Moi, je l'ai vraiment redécouvert. Ce monsieur-là, que je ne connais pas, me l'a conseillé en VO, et je ne le regrette pas. C'est vrai que la respiration et tout, c'est... Sa respiration, sa façon de parler, sa lutte dans sa tête pour lutter contre ses démons, ceci associé à une musique... d'un compositeur peu connu, même pratiquement pas connu, qui s'appelle Jay Chataway, dont c'est la meilleure partition, mais qui est vraiment une de ses partitions marquantes. Ah, quelques notes de cette musique, et moi je suis tout de suite dans l'ambiance, je suis tout de suite et même si terrifié. Tu l'écoutes sur disque. Hein. Ah ouais, c'est vraiment une musique qui arrive à ressortir une espèce de nostalgie de cette enfance traumatisée, avec en même temps des côtés complètement terrifiants. Nous insistons très souvent, presque toujours, sur les bandes son, et c'est vrai que ça a une grande importance. Il n'y aurait pas cette musique, ce film n'aurait pas cet impact. Ah, tout à fait. Même si l'acteur reste... Voilà. Oui, même si l'image, comme dit, l'image est très spectaculaire, mais associé à cette bande-son, là, c'est décuplé. Alors, il faut savoir que l'affiche du film elle-même, alors vraiment, pour le coup, on ne peut pas faire une affiche plus marquante. C'est en fait un homme, le maniaque qui tient d'un côté un couteau et d'un autre côté le scalp d'une femme. Enfin, c'est absolument terrible. La réplique de la voix off dans la bande-annonce, c'est You can lock your doors, but you can lock the madman out of your mind. Vous pouvez fermer votre porte, mais vous ne pouvez pas sortir de votre esprit le maniaque qui est en vous. Bon, vous ne pouvez pas trouver mieux. Traduction littérale. Hein, on entend dans le documentaire du film que des mois avant... On recommande d'ailleurs. Je crois que c'est le réalisateur et son assistant qui avaient collé dans tout New York des petites affichettes « Attention, le maniaque arrive ». Donc effectivement, le film a eu un grand succès. Oui, donc c'est encore une fois, ça fait partie de ces films qui sont les films uniques, parce que les autres films de William Lustig, que ce soit Maniac Cop, qui n'a rien à voir, mais enfin encore une histoire qui ressemble un peu à Robocop d'ailleurs, Vigilante, qui est peut-être le moins mauvais de ceux qu'il a fait sur l'autodéfense, ou Psycho Killer, sont nettement moins réussis. Oui. Alors donc ce film fera une carrière internationale. En France, alors il sera un des représentants de cette série, les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Et là, effectivement, c'est du lourd. Hein. Il y a le zombie de Romero, il y a Massacre à la tronçonneuse, et donc Dracula, il y a Maniac. Pour Frankenstein. Ouais. Donc vraiment, Maniac, encore une fois, ce film est vraiment au niveau marketing. Qui n'a été diffusé d'ailleurs que sur Canal+. Maniac à l'époque, époque, le samedi soir, une fois un film mix, et les autres soirs un film fantastique. Et c'est là que je l'ai d'ailleurs découvert. Moi, je ne l'ai pas découvert en salle. Ah bah oui, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'il a mal vieilli, peut-être qu'il y a des gens qui le trouvent kitsch. Ok. En tout cas, c'est un film qu'on ne voit pas en télé. Qui est toujours préservé, qui a toujours une espèce d'aura sulfureuse. Oui, avec une réserve sur la fin. Alors la fin, il y a un gros point d'interrogation, et si des internautes qui ont vu la fin peuvent nous éclairer, j'avoue que je ne comprends pas. En fait, la fin, on va vous la dire, parce que c'est pas le plus important. Non, c'est pas un problème, là, on n'est pas dans qui est le coupable, on sait qui c'est. Hein. Donc à la fin, on voit le maniaque dans sa chambre, qui est allongé sur le lit, il a une tache de sang sur le ventre, on pourrait penser qu'il est mort, mais bon, on comprendra qu'il ne l'est pas, parce qu'il va ouvrir les yeux à la toute dernière image. 2 flics débarquent, ils arrivent en voiture, ils débarquent, on se dit bon bah ça y est, ils ont trouvé leur coupable. Hop, ils rentrent dans la pièce, ils regardent le maniaque 5 secondes et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils s'en vont. Au revoir. Ils s'en vont. Ouais. Au revoir, salut maniaque. Donc là j'ai absolument bon. Alors, des histoires de pellicules peut-être perdues. On raconte, Caroline Munro a raconté dans une interview que des pellicules du film se seraient perdues. Peut-être qu'il nous manque des éléments pour bien comprendre cette fin. Qu'il y avait le but de faire une suite. Une séquelle. Alors, effectivement, si le maniaque, à la fin, ouvre les yeux, c'est bien dans le but de faire une suite. Par contre, ça n'explique pas pourquoi les... Oui, alors non, ça n'explique pas. Enfin bon. Ou alors, ils partent et dans la suite, ils reviennent. Bon, je ne sais pas. Bon, difficile à comprendre. Mais ça n'empêche pas... Alors, je dirais pas le plaisir de voir des films, mais en tout cas, ça n'empêche pas la vision du film. Non, il est difficile de parler de plaisir avec ce type de film, mais c'est quand même... C'est un cinéma différent. C'est vraiment le mot extrême convient aussi, mais différent, qu'on peut rejeter, la question n'est pas là. Mais si on entre dedans, il reste quelque chose. Et tu dis, tu as été marqué pendant 40 ans, ça... j'ai vu le film un peu trop tôt, j'avais pas encore mes 18 ans, je peux vous dire que je l'ai regretté. Il n'y a pas 50 films qui t'ont marqué 40 ans. Hein, non, c'est le seul, c'est le seul film qui m'a traumatisé pendant... Je ne pouvais pas le revoir d'ailleurs, et c'est seulement maintenant...
je dirais pas mon âge, mais en tout cas un âge avancé, et je peux le revoir sans fermer les yeux ou sans couper le son. Donc bon, tant mieux. Pour Joe Spinell aussi, c'est le rôle de sa vie. Effectivement, c'est un acteur qui a quand même joué chez les grands, hein, qu'on a cités. Il a joué dans Taxi Driver de Scorsese, il a joué dans les Rocky de Stallone, il a joué dans Brubaker avec Robert Redford. Bon, souvent, ce sont des petits rôles, voire même des apparitions. Mais même là, il est marquant. Brubaker, je me rappelle, il fait un détenu, puisque c'est une histoire de prison. Il est marquant, il a quelque chose. Oui, il a quelque chose. De toute façon, on le comprend dans le documentaire, ce gars-là, c'était une personnalité hors du commun. Déjà, il parlait à tout le monde, enfin, donc marié à une actrice X. Enfin bon, c'était un personnage, vraiment un personnage. Il pourrait faire l'objet d'un biopic cinéma. Ah oui, bah alors là, oui. En tout cas, moi, je ne vous dirais pas d'aller voir Maniac. Je ne vous dirai pas que j'ai défendu ce film, tu as je ne honte. vous dirai pas qui je suis, je ne vous dirai rien du tout. En tout cas, juste bonne séance. Ça vous a peut-être éveillé la curiosité. Risquez le coup. Pourquoi pas? Ou pas.